Je vous présente maintenant l'invité d'honneur de cette conférence pour lui donner la parole, Monsieur Pierre Tartakovsky, en tant que président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et vice-président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la lutte contre le racisme est un combat sans exclusion, ni hiérarchie, ni exception? Maintenant que mon micro marche, oui, je peux. Je peux. Enfin, je peux essayer. L'affaire n'est pas simple et elle est vaste. Mais merci tout d'abord de l'invitation à ce forum. Merci à la section de la Ligue des droits de l'homme de Lille. Et merci de l'avoir organisé sous un titre qui combine fort justement le thème de la lutte contre tous les racismes avec celle de la défense des libertés. De fait, si l'engagement contre le racisme et ses nombreux avatars est bien un en soi, un impératif catégorique, comme disent les gens qui ont fait de la philosophie, il est plus que jamais nécessaire de l'articuler aux combats qui sont menés pour l'effectivité des droits et la défense des libertés. Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là ces dernières décennies? À la fois rien et tout. Rien parce que le racisme n'a certainement pas changé de nature. Le racisme, c'est un système qui postule fondamentalement un refus de l'égalité des droits, une hiérarchie de supposées races et une dynamique d'exclusion orchestrée par des logiques de domination. Et tout a changé parce que le monde lui-même a changé et change encore sous nos yeux très rapidement. Pas fatalement pour le pire, mais certainement pas fatalement pour le meilleur non plus. D'où l'intérêt d'échanger ensemble, de faire le point ensemble sur ce qui se passe, sur ce qui se joue autour du racisme ou des racismes, et surtout sur ce que nous pouvons y faire ensemble. Alors ce qui a changé, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, elle s'est longtemps située dans le droit fil de la victoire contre le nazisme et de la découverte de l'horreur des camps. Elle faisait corps avec les valeurs politiques et éthiques des vainqueurs. La plupart des gouvernements occidentaux, à l'époque, se déclarent démocratiques. Et d'ailleurs, le nombre de gouvernements démocratiques va croître sans cesse dans les décennies qui vont suivre. Ils se déclarent aussi antiracistes et opposés à l'antisémitisme. Ce dernier point se construit d'ailleurs littéralement en ethos, en pierre de touche de la démocratie, singulièrement dans le cadre du processus de construction européenne. Et sur cette base, pendant des décennies, l'antiracisme va procéder le plus souvent soit de la morale, c'est mal d'être raciste, soit de la science, les races, ça n'existe pas, ou d'un point de vue de classe qui est exclusif. Le racisme n'est que le masque de l'exploitation. Cela peut sembler à l'époque suffisant parce que l'extrême droite, sous toutes ses formes, est profondément délégitimée par sa collaboration avec le nazisme, et il n'a une influence que résiduelle, exception faite de 2 épisodes, celui de l'épisode algérien, avec la constitution de l'OAS, qui sera un véritable casus belli entre l'extrême droite et la droite gaulliste, et puis la percée révisionniste qui se fera plus tard, mais qui fonctionne comme une alarme et qui va provoquer le vote d'une loi spécifique, qui sera d'ailleurs plutôt efficace et qui est en fait un délit. La situation que nous affrontons aujourd'hui, elle est radicalement différente. D'abord, nous avons dû collectivement nous rendre à l'évidence, le racisme est un processus complexe, très évolutif. On devrait parler en fait de racisation, qui ne se laisse exorciser ni par de bonnes paroles, ni par des démonstrations scientifiques, ni par la promesse de lendemain qui chante. Le contrer suppose donc une mobilisation permanente et dont les termes doivent sans cesse être renouvelés. Ensuite, nous avons vu se développer année après année, et à l'initiative des forces gouvernementales de droite, une série de mises en cause, puis de mises en accusation croissante de l'image de l'autre. Cela passe par le bruit, les odeurs, le vol du travail des Français, l'aggravation de l'insécurité du trafic de drogue, la stigmatisation du port de voile dans l'espace public. Et ces mises en cause répétées n'ont pas suscité une riposte au bon niveau.
d'autant qu'elles ont très tôt imprégné certains secteurs de la gauche. C'est la fameuse déclaration d'un Premier ministre: le Front National pose de bonnes questions, mais apporte de mauvaises réponses, qui constitue d'une certaine façon un bon point apporté au Front National. Et après le 11 septembre, cette mécanique déjà bien lancée a pris une dimension mondialisée et elle a procédé par amalgames successifs pour tracer un trait d'égalité entre musulmans et terroristes. Corrélativement à des stratégies d'instrumentalisation électorale de l'extrême droite, les politiques de l'exécutif concernant les migrants, les sans-papiers, les mineurs non accompagnés, vont se durcir sans discontinuer, faisant de l'étranger par quelques bouts qu'on l'aborde un problème. Sur cette base, enfin, et hélas, les rapports entre extrême droite, droite républicaine et une partie de la gauche se sont profondément modifiés au bénéfice de la première et au détriment des fondamentaux républicains. L'extrême droite a réussi à faire passer pour une simple évidence sa revendication de préférence nationale. Inconstitutionnelle, celle-ci vise en fait bien au-delà des étrangers à déstabiliser la notion même d'égalité entre les personnes. Elle a également su faire oublier son racisme biologique, devenu inavouable, au bénéfice d'une approche entre guillemets culturelle, plus subtile, et permettant de couvrir le champ de la tradition historique, avec le nouveau récit national, la tradition religieuse, catholique toujours, catholique pour toujours, en se drapant dans l'épi du drapeau tricolore, avec la crainte du grand remplacement, et d'une laïcité dénaturée à travers les multiples campagnes autour du voile. Enfin, et c'est un tour de force, elle a réussi à se présenter comme opposée à l'antisémitisme pour mieux stigmatiser l'islam et les musulmans. C'est ainsi que depuis maintenant plusieurs décennies, le racisme fait politique. Il a été placé au cœur du débat public et parlementaire. Certains médias s'en sont fait une spécialité. Il a généré tout un vocabulaire à base d'expressions choc, toutes inquiétantes. Grand remplacement, submersion, anti-France, insécurité culturelle, francocide, populicide, et stigmatisante, tous azimuts. On a commencé à parler des droits de l'homiste, des islamo-gauchistes, des woke, des djihadistes verts. Il s'est récemment enrichi de notions touchant la sécurité nationale, avec séparatisme, entrisme islamique. Il est évidemment au cœur de l'agenda parlementaire, avec les projets de loi à répétition sur les étrangers. Il ponctue l'agenda sécuritaire, avec l'exploitation systématique du lien supposé entre migration et insécurité. Il pratique un hold-up permanent sur la laïcité, visant à dénaturer cette loi de protection de la liberté de conscience au bénéfice d'une identité nationale fantasmée et surtout exclusive. Il étend même son ombre trouble sur des initiatives diplomatiques et sert de grille de lecture commode aux soubresauts qui secouent régulièrement les ghettos urbains. De périphérique aux grands débats et combats sociaux démocratiques qu'il était dans les années 60, le racisme est désormais devenu un objet politique central. Il n'a donc pas seulement changé d'habit, il a changé de statut, avec un récit peuplé de fantasmes, de clivages, de divisions, un récit qui est riche d'émotions, de péripéties valorisantes, et surtout fort de la désignation d'un ennemi commun, d'un responsable au mot de la période. Il offre la vision rassurante d'un « eux » qui alimente un « nous » totalement illusoire, mais confortable et rassurant. Un « nous » qui postule l'exclusion hors de la communauté nationale de celui ou de celle qui ne remplirait pas toutes les cases. Cela permet de se bercer de l'illusion que s'affirmer, par exemple, non musulman, suffirait à se distinguer des pauvres, assimilés à des cassos, distinction où la race se mélange à la classe, et ce faisant, de se réintroduire dans une communauté nationale vécue exclusivement comme de toute éternité chrétienne, blanche et surtout heureuse. La bonne nouvelle, face à cette offensive, c'est que le rapport annuel de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie nous apprend que ces discours restent finalement limités dans l'opinion publique. On est face à quelque chose de très paradoxal, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que les préjugés qui constituent le socle,
la base même du racisme, ont la vie dure et qu'ils perdurent. 59% des interrogés estiment que les Roms forment un groupe à part dans la société. 32% pour les musulmans, 30% pour les Chinois, 23% pour les Juifs. Ce à part est un bon critère de reconnaissance de quelqu'un ou d'un discours raciste. Quelqu'un qui considère que telle catégorie d'individus, c'est des Français à part, c'est déjà le début d'un racisme extrêmement virulent. Et ces clichés, ces stéréotypes ont réellement la vie dure. 60% des gens pensent que les immigrés viennent en France pour bénéficier de la protection sociale. Et 23% estiment que les enfants d'immigrés ne sont pas vraiment français. Tout est dans le vraiment. Les opinions antisémites, elles aussi, restent fondées sur de vieux préjugés antisémites. Vous savez, on a beaucoup parlé du nouvel antisémitisme. Ben, il n'a pas du tout tué l'ancien. 36% des gens associent les juifs au pouvoir, à l'argent et au communautarisme, en ravivant le thème de la double allégeance. Vous savez, avant 1905, c'était les catholiques qui étaient taxés d'une double allégeance, à Rome et à la France. Ce même procès a été fait aux juifs depuis très longtemps. Il perdure à un niveau qui est important quand même. Et évidemment, cette idée a été ravivée depuis le 7 octobre et elle reste à un niveau très élevé en 2024. Ceci étant, c'est bien à l'extrême droite et à la droite que ces idées trouvent le plus d'écho favorable, même si on les trouve aussi à la gauche de la gauche. Malgré cette permanence de préjugés et malgré un contexte politique sous tension, le baromètre 2024 révèle que la tolérance résiste. Après 2 années de recul, l'indice longitudinal de tolérance, alors c'est une expression absolument effroyable, mais qui désigne l'outil statistique par lequel on va évaluer au sein de notre rapport et notre sondage le niveau de tolérance des Français par rapport à l'autre, à la différence, voilà, a remonté d'1 point cette année, après avoir reculé de 3 points. C'est le meilleur score depuis 1990. Le baromètre souligne par ailleurs une attente très forte de la population sur les enjeux liés aux questions de discrimination et donc d'inégalité. Cette résistance, entre guillemets, elle tient à 2 facteurs essentiellement. Le positionnement de la jeunesse, et elle croît avec le niveau de diplôme, ce qui est plutôt une assez bonne nouvelle. Les jeunes générations adhèrent moins aux vieux clichés racistes. Et l'année 24 révèle une forte polarisation générationnelle. Les cohortes récentes voient leur niveau de tolérance déjà haut progresser, tandis que ceux des cohortes les plus anciennes stagnent ou reculent. Et cette polarisation dit l'essentiel de la situation. On est à la fois devant une tolérance de la société française et en même temps devant des résultats électoraux qui ne traduisent pas cette tolérance. Il y a un gap absolument énorme, alors qu'il faudrait creuser d'abord en approfondissant la notion même de tolérance, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement être tolérant dans son environnement familial, de travail, et néanmoins voter pour un parti qui prône l'intolérance au niveau national, général. Ça existe. Et cette tolérance, si elle résiste, non seulement elle ne se traduit pas au niveau électoral, mais elle n'empêche pas, peut-être même, elle favorise d'une certaine façon, des expressions radicalisées de racisme et d'antisémitisme qui visent à faire peur, à faire mal et à pousser le pays vers des solutions ayant la faveur des droites radicalisées. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en France, les Juifs sont légitimes à constater qu'il est devenu possible de tuer un homme, une femme ou un enfant parce que juif, de se voir assigné à résidence et rendu responsable de la politique d'un gouvernement étranger. Les femmes et les hommes de foi musulmane, ou qui sont soupçonnés de l'être, ressentent quotidiennement le poids des discriminations, des propos et des comportements stigmatisants quand ils ne sont pas victimes d'actes plus graves, pouvant conduire à la mort. Le pire d'ailleurs n'étant pas ces actes mêmes, mais la dévalorisation, la déqualification, l'invisibilisation ou la mise à distance de ces actes par les pouvoirs publics. On parlait tout à l'heure de l'attentat qui a frappé
cet homme dans la mosquée, il était en train de prier, et quelqu'un que nous aimons beaucoup ici, je le pense en tout cas, Bruno Retailleau, amené à faire un commentaire, a eu cette phrase qui ne dit rien et qui dit tout. Il a dit « Il a été tué pendant qu'il priait son Dieu ». Mais c'est terrible. La plupart des gens auraient dit pendant qu'il priait ou qu'il priait Dieu. Non, lui, il priait le sien. Sous-entendu, c'est pas le nôtre. Donc, quelque part, tout est à sa place. Ça, c'est la mise à distance. Et évidemment, ils sont tous soumis au soupçon permanent de taquilla. Alors, la taquilla, c'est un truc formidable. La taquilla, c'est pile je gagne, face tu perds. On gagne à tous les coups, y compris évidemment de la part de l'exécutif qui agite la menace d'entrisme islamiste et de séparatisme, sans jamais d'ailleurs prendre la peine de définir les réalités que recouvre ce terme, notamment celui d'entrisme islamiste, qui reste un des grands mystères sémantiques de cette période. Alors sur les Roms, je n'insiste pas, ils sont traités en parias, et le racisme frappe aussi les périodes d'origine asiatique, et elles aussi sont victimes de violences parfois mortelles. Être noir, jeune de banlieue, expose à un traitement particulier de la part des forces de l'ordre, mais pas seulement des forces de l'ordre. On peut mourir d'être homosexuel. Je dis pas seulement des forces de l'ordre, parce qu'il y a quelques mois, je suis venu à Roubaix pour la CNCDH, examiner un peu avec les jeunes, les acteurs sociaux, et puis les élus municipaux, ce qu'il en était de la situation un an après la mort de Naël Masbrouk, ce qui avait changé. Alors c'était un travail facile parce que rien n'avait changé. Mais ce qui était intéressant, c'était, je ne vais pas dévoiler des secrets, ce qui était intéressant, c'était l'attitude des élus municipaux, pour qui il ne s'était rien passé. Et ce qui s'était passé, c'était de la faute des Belges. Oui, moi aussi j'ai un peu froncé les sourcils. Je conçois votre étonnement. Ce que je veux dire par là, c'est que être jeune aujourd'hui, avoir des problèmes sociaux, essayer de les accorder avec le contexte social et politique, c'est vraiment très compliqué quand on a des élus qui sont à ce point hors sol qu'ils nient l'idée même que ces jeunes pourraient exprimer des problèmes. Or, c'était très exactement ce qui nous a été dit à ce moment-là. Alors, face à cette situation instable, paradoxale, inquiétante, mais qui a aussi des points d'appui, est-ce que les politiques publiques nous aident ou est-ce que nous n'aident pas? Je dirais qu'elles bégayent et que souvent, elles aggravent les choses. Alors, elles bégayent d'abord par insuffisance. Certes, leur engagement sur le terrain de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est réel. On ne peut pas dire le contraire. Ça se lit dans l'existence d'un plan de lutte interministériel contre le racisme, dit Prado, dans l'existence et l'activité parfois un peu difficultueuse de la DILCRA, dans les moyens qui sont alloués à la plateforme Pharos, qui lutte contre la haine en ligne, dans la création de la plateforme numérique contre les discriminations. Il y a des choses. Mais ces outils sont pour l'essentiel sous-dimensionnés, à commencer par leur budget. Un jour, on calculera quelle est la part du budget national allouée à la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre les discriminations. Et on pleurera, tellement on verra que le chiffre est absolument ridicule. Non seulement ils sont sous-dimensionnés financièrement, mais ils restent très largement cantonnés à la réaction et à la répression, sans parvenir à s'articuler à une politique publique de mise en cause des mécanismes structurels qui en favorisent l'émergence. Et corrélativement, la justice, la police manquent de moyens et de motivation. L'éducation nationale refuse de considérer qu'elle puisse avoir des responsabilités dans la reproduction des inégalités raciales. Le monde de la santé continue de véhiculer des stéréotypes de race en faisant ces diagnostics. On est dans quelque chose qui se combat contre soi-même. Et ces politiques publiques, elles aggravent la situation parce qu'elles ne se saisissent paradoxalement de ces enjeux et des peurs qu'ils inspirent pour affaiblir toujours plus l'espace civique. Plus que jamais, il se vérifie sur ce terrain que la mise en cause des uns
entraîne à court terme la mise en cause des autres. On commence par chasser les sans-papiers, on poursuit ensuite les aidants, et on finit par s'en prendre aux associations humanitaires de défense des droits. Sous couvert de lutter contre le séparatisme, on institue un contrat d'engagement républicain qui impose aux associations qui ne sont pas particulièrement séparatistes historiquement dans ce pays, de nouvelles règles de conformité pour l'obtention de financements publics. Règles qui, en l'état, laissent une très large place à l'arbitraire préfectoral et entretiennent évidemment un climat de peur et d'autocensure. Cette mise en scène permanente des confusions identitaires est d'autant plus déplorable qu'il faut le répéter avec force, elle est loin de correspondre aux aspirations de l'opinion publique. C'est ce qui ressort de tous les sondages, sauf d'un ou deux qui sont sortis récemment, mais dont la sincérité méthodologique a été violemment mise en cause dès leur parution. Les préoccupations qui arrivent en tête des Françaises et des Français touchent au logement, au pouvoir d'achat, à la santé. La présence des étrangers en France, qui est de toute évidence ce qui permet la convergence de toutes les haines et de toutes les droites, la présence des étrangers donc arrive loin derrière en 7e ou en 8e position dans les sondages. Alors dans cette situation ambivalente, où les plus agressifs se donnent l'avantage en multipliant les offensifs, et il faut reconnaître aussi qu'ils en ont les moyens financiers, il faut malheureusement constater que le mouvement antiraciste lui-même reste traversé de contradictions qui le placent en situation de faiblesse. Cela se traduit entre autres par des difficultés à mener en son sein les débats nécessaires et par la tentation, agitée au plus haut niveau de l'État, de s'inscrire dans une opposition entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre la musulmanophobie, pourtant toutes deux d'une indiscutable urgence. Cette tentation n'a évidemment fait que s'exacerber à l'ombre portée de la situation tragique au Moyen-Orient, et nous devons lui opposer un triple refus. Refus d'abord de la division. Parmi les enseignements que porte le rapport annuel de la CNCDH, c'est que si chaque racisme a une histoire singulière, la haine raciste, elle, est un continuum. Il existe de fait une forte cohérence entre les différents registres d'intolérance. Le sentiment anti-immigré est le plus corrélé aux autres formes de haine. Plus on rejette les immigrés, plus on rejette les personnes perçues comme juives, musulmanes, asiatiques, roms, noires, et plus on s'oppose à l'égalité entre les femmes et les hommes et aux droits des personnes LGBTI. Contrairement aux idées reçues, s'agissant du sentiment anti-musulman, les personnes qui sont hostiles aux musulmans sont aussi les moins attachées à la laïcité, à l'égalité entre les hommes et les femmes, et les plus critiques envers l'homosexualité. Refus de la hiérarchisation des engagements et des combats ensuite. Une telle hiérarchisation, quand elle s'opère au prétexte de combattre telle forme de racisme au détriment des autres, alimente l'obsession des origines et l'ethnicisation du débat politique. Elle exacerbe la division de notre société en communautés supposées, réifiées et opposées, ne faisant à la fin que nourrir des mises en concurrence et des replis. En fait, s'il y a un choix à faire, c'est celui du rassemblement, de la construction d'une cause commune antiraciste. D'une part parce qu'il n'existe pas d'idéal type de mouvement antiraciste. L'antiracisme en mouvement est un singulier pluriel dont l'identité renvoie à un entremêlement de représentations, de priorités, de positions sociales et de pratiques organisées en fonction des contextes. D'autre part, parce que dans cet univers pluriel, chaque mouvement anti est aussi légitime que les autres. Un de nos problèmes, c'est que cette égale légitimité objective ne débouche pas forcément sur la conscience d'un nécessaire tous ensemble, ni même sur une stratégie de rassemblement. Je dirais, parenthèse publicitaire, que c'est justement là qu'on voit l'intérêt de l'existence d'associations généralistes de défense des droits, comme l'est la Ligue des droits de l'homme. Alors cette diversité en mouvement, c'est à la fois une force et une limite. On pourrait dire qu'il n'y a pas de petite lutte antiraciste, mais que nous manquons cruellement d'une grande lutte antiraciste. Troisième refus, plus actuel que jamais, il s'agit de faire opposition aux menées liberticides et à la censure.
Ce n'est certainement pas en interdisant des débats, des colloques et des rassemblements, en censurant ou en criminalisant des mouvements de solidarité, que l'on parviendra à faire reculer les discours et les actes haineux, à rétablir les conditions d'un débat serein en recherche de solutions et non d'éradication de l'autre. Ces trois refus procèdent d'une conviction que nous ne cessons de porter dans le débat public. La lutte contre le racisme ne se divise pas et elle s'adosse à une conception des droits universels et interdépendants. C'est autour de ces droits, de tous les droits, de leur défense et de leur effectivité pour toutes et tous, qu'un rassemblement peut se cristalliser. C'est possible, car tout engagement antiraciste se développe à partir d'une aspiration à l'égalité et à la dignité que l'on croit nécessaire et surtout possible. De fait, un mouvement qui se dresse contre la domination sociale des individus et des groupes n'est ni strictement antiraciste ou identitaire ou social. C'est un mélange instable et sa dynamique propre peut l'engager au-delà de ses revendications premières sur la construction d'une société où l'égalité et la dignité se fondent sur une même logique d'émancipation individuelle et collective. Pour réellement devenir une cause commune et ne pas se diviser contre lui-même, l'antiracisme ne peut donc pas se cantonner au seul champ de la race, entre guillemets. Tout l'enjeu ici est de parvenir à insérer les luttes contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et la discrimination dans le champ du débat public en termes concrets, en articulation avec les pratiques sociales dites majoritaires, pour revendiquer une égalité au quotidien, vis-à-vis de l'école, du logement, de l'emploi, de la liberté de conscience. Au-delà de la générosité que porte la formule, souvent utilisée, l'idée d'un vivre ensemble, souvent mise en avant, est nettement insuffisante. Les victimes du racisme et des discriminations aspirent évidemment à mieux que vivre ensemble. Elles veulent vivre pleinement, sur un pied d'égalité et d'égale considération avec tous les autres, en termes de droits et de liberté. Bref, de citoyenneté. Cette redéfinition des termes mêmes de cet engagement antiraciste est aujourd'hui incontournable si l'on veut reconstruire une approche partagée par le plus grand nombre, si l'on veut tout simplement qu'elle emporte la conviction que chacune et chacun vit mieux sans racisme, sans discrimination et sans haine de l'autre. Dans ce cadre, et puisque nous sommes à un moment où se dessinent des perspectives et des rendez-vous importants pour la vie civique, le mouvement associatif et syndical, il faut le dire, joue un rôle majeur et un rôle moteur, ce qui explique d'ailleurs largement les attaques dont il est la cible, et ce rôle peut gagner en force et en autorité si nous parvenons à combiner toujours mieux nos différents savoirs et nos différents savoir-faire. C'est un processus collaboratif qui est en route à travers des rassemblements de sommets, de multiples initiatives de terrain aussi, et qui est indispensable face aux extrêmes droites et au racisme qu'elles agitent. La tenue de ce forum, de ce 5e forum aujourd'hui, s'inscrit dans ces efforts. Alors, n'hésitons pas à redoubler d'efforts, le temps presse et la cause en vaut la peine. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tartakovsky, pour cette présentation. Il nous reste une quinzaine de minutes. Ils ont le droit de poser des questions. Oui, pour des questions, pour des échanges avec la salle. C'est une bonne nouvelle. Vous avez le droit de poser des questions. Mathilde va passer avec un micro. Questions, réactions. C'est pas très bien, question difficile, je me le dévoue. Vous avez dit à un moment, vous avez évoqué des études qui, le pourcentage de personnes qui considèrent que tel ou tel groupe est un groupe à part. Je me demandais si en fait le vice n'est pas dans la question, dans la façon de formuler les questions. Parce que ce sont des études où on demande aux personnes, est-ce que vous pensez que tel groupe est à part? Ou est-ce que c'est... Donc là, je posais vraiment la question de qu'est-ce qui fait que cette chose-là vient dans l'esprit des gens? Est-ce qu'on leur suggère ou est-ce que c'est repéré d'une autre façon? Et deuxième question, quand on va au musée de l'immigration à Paris, on se rend bien compte que
l'intolérance et le racisme ont l'air d'être encore plus forts dans des situations de crise économique, de crise politique. Assez logiquement, donc, est-ce que la question n'est pas aussi dans l'incapacité à des mouvements politiques de répondre à ces crises, et donc l'espèce de réflexe automatique est de s'en prendre à ceux à qui c'est plus facile de s'en prendre, parce qu'ils sont différents, parce que économiquement, ils viennent, on va dire, altérer l'organisation sociale. Et c'est très pratique. Enfin, on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est la même chose, donc c'est pas propre à la France. Donc, est-ce que la réponse politique n'est pas là? Et dernière question, c'est est-ce que la gauche n'a pas intérêt à se poser aussi la question sur la façon dont elle s'y prend? Vous dites que c'est très intéressant, que les politiques publiques, finalement, sont contre-productives d'une certaine façon. Est-ce que la façon dont la gauche répond à ça ne comporte pas aussi peut-être quelque chose de contre-productif? Je ne développe pas ce débat, c'est impressionnant. Je reviens l'année prochaine. Alors, je réponds maintenant, parce que c'est quand même elle la chef. Hein. Alors, sur le sondage, je ne pourrais pas développer ma réponse aussi loin que je le voudrais, parce que je ne suis pas du tout statisticien, mais on prend évidemment un très grand soin. Quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est l'équipe qui travaille là-dessus. On attache un très très grand soin à ne pas faire ce qu'a fait l'IFOP, par exemple, avec son dernier sondage sur les musulmans, c'est-à-dire à induire la réponse en posant la question. De mémoire, je pense qu'on dit aux gens, diriez-vous que les Juifs, les Arabes, les Roms sont un groupe très à part, un groupe à part, des Français comme les autres? Il y a toujours plusieurs hypothèses de réponse. Alors évidemment, on peut toujours dire, oui, mais le seul fait de dire à part, oui, mais ça c'est le langage. Il faut bien utiliser des mots. Mais non, je pense pas qu'on... Enfin, je pense que la façon dont les questions sont formulées sont des questions... C'est extrêmement étudié pour ne pas induire une réponse. Voilà, ça c'est la première chose. Et par ailleurs, c'est toujours la même question d'année en année. Donc même si la question est mal posée, ce qui peut parfaitement se faire, ça n'empêche pas des comparatifs et donc de capter les évolutions. Le sondage existe depuis 1990, donc on a maintenant un recul. D'ailleurs, tous les ans, le gouvernement nous menace de réduire les subventions pour le faire. Voilà. Ça, c'est la première chose. Évidemment, la crise sociale, c'est la toile de fond de tout ça. C'est la toile de fond. Tant que la redistribution fonctionne, même si elle est inégalitaire, les gens se contentent de ce qu'ils ont, on va dire. Il faudrait nuancer, mais en tout cas, il n'y a pas de haine. Mais quand la société commence à fonctionner autour d'une logique d'exclusion interne, ben, chacun va être tenté de se mettre à l'abri. C'est ce que je disais en disant, si vous avez lu Ceux qui restent, d'un sociologue qui s'appelle Cocard, je vous le recommande, Ceux qui restent, il donne l'exemple très parlant d'un de ses potes qui est quelque part là dans les Ardennes, en haut, là où il n'y a plus rien, qui est chauffeur de taxi. Il monte dans son taxi et il voit qu'il y a un crucifix accroché au pare-brise, au rétroviseur. Alors il dit, tiens, pourquoi t'as accroché ça? T'es pas croyant? Il dit, non, mais tu vois, les autres, ils accrochent leur truc, alors voilà, moi j'ai mis ça pour montrer que j'en suis pas. Je n'en suis pas. Le racisme, c'est quelque chose qui nous permet de se dire, je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas l'autre. Donc tout ce qui peut arriver à l'autre ne me concerne pas. Voilà. Et évidemment, en période de crise sociale, quand la concurrence autour de l'emploi, du logement, s'exacerbe, la tentation est évidemment assez... Je dirais qu'elle est presque humaine. De se dire, après tout, si l'autre il n'était pas là, ça me facilite rien la vie. C'est normal d'y penser. Là où ça devient très dangereux et très anormal, c'est quand il y a des petits entrepreneurs en haine qui arrivent et qui disent « Mais vous avez parfaitement raison, mon vieux. C'est pas normal du tout. Il faut les éliminer, il faut qu'ils rentrent chez eux, ou il faut qu'ils sachent parler français, ou voilà. » Peu importe, l'essentiel étant de les mettre de côté. Bien sûr, c'est la crise sociale. Et bien évidemment, c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas combattre le racisme en s'en tenant à la question de la race. Il faut l'articuler à la question des discriminations, et il faut articuler la question des discriminations à la question de l'exploitation.
et des grandes inégalités qui font qu'aujourd'hui, il y a des gens, beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui sont paupérisés, c'est-à-dire qui se rapprochent d'un niveau de misère extrême, et très peu, très peu de gens qui se rapprochent d'un niveau de richesse comme la planète on n'a jamais connu. Je veux dire, il y a peu d'hommes dans l'histoire de l'humanité qui ont eu autant d'argent qu'Elon Musk. Je crois même qu'il n'y en a jamais eu. Voilà. Évidemment, ça a à voir avec le racisme. Et évidemment, et ce sera la troisième question et la troisième réponse, évidemment, tant que la gauche, les gauches, moi je ne suis pas là pour distribuer les bons points, hein, mais tant qu'elle ne prendra pas par les cornes le taureau de l'exploitation et des inégalités, tout ce qu'elle dira sur le racisme, ça reviendra à, comme disaient les surréalistes en 68, à parler avec un cadavre dans la bouche. Ça ne convaincra personne. C'est pour ça que la meilleure façon d'être antiraciste, c'est évidemment de poser d'emblée des questions d'égalité, égalité sociale, égalité économique. En même temps, il y a quelques années, ça faisait rire quand je disais ça, c'est marrant. En même temps, ça fait peur du tout. Le racisme a son autonomie. C'est aussi ce que je dis au début. On ne peut plus dire, écoutez, d'abord on va construire le socialisme, ou l'éco-socialisme, ou un truc absolument superbe, et ensuite on combattra le racisme. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus du tout comme ça qu'on peut raisonner. C'est devenu central, et donc il faut dire, oui, vous êtes victime de racisme, oui, il y a de l'antisémitisme, et ça vous fait peur, et bien essayons de réfléchir ensemble d'où ça vient, à quoi ça sert, comment on peut le combattre. Et ça pose la question des ghettos urbains, des inégalités salariales, des inégalités d'accès à l'emploi, toutes questions qui sont parfaitement bien exprimées dans le livre « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », avec des tas de cadres, hommes et femmes, sur lesquels la République a investi. Elle les a formés, et qui vont travailler à Dubaï, parce que ici, c'est proprement irrespirable. Voilà. Et oui, évidemment, la gauche a une responsabilité, parce qu'on ne peut pas reprocher à la droite d'être raciste. Enfin, si, on peut lui reprocher, mais bon, voilà. Mais oui, moi, j'ai jamais été enseignant, mais bon, si j'avais le carnet de notes devant moi, j'écrirais « peut mieux faire ». Allez-y, n'hésitez pas, après vous regretterez, vous verrez. Très bon exposé. C'est dommage que tu n'aies pas été enseignant, Pierre. Mais je vais revenir sur les choses que tu as dites. On entend très mal et très peu. Le micro est éteint, je pense. Je disais que c'était dommage que tu n'aies pas été enseignant. Ça, j'avais entendu. Je voulais simplement revenir sur des choses que tu as dites, mais qui n'ont peut-être pas été suffisamment développées, et que tu as dites, disons, par allusion, qui est l'écart, ce que dit d'ailleurs un de mes collègues, qui est Vincent Tibéri, qui a été longuement disons, interviewé par Le Monde, dans un 2 pages qui devait dater d'il y a quelques mois, qui disait que la France c'est beaucoup moins raciste qu'on le dit si on regarde ses comportements qu'on pourrait le penser d'après le vote. Donc il y a un écart considérable entre le mode de vie au quotidien, on est les champions des mariages mixtes, de la culture musicale, sportive, etc., partagée, est quelque chose qui est considéré comme particulièrement valorisé, et bien sûr multiple et diversifié, mais en même temps, le vote ne rend pas compte de ces tendances, parce que tout le monde ne vote pas, notamment une partie des jeunes et une partie des plus âgés qui votent ne sont pas sur les mêmes positions que ceux qui ont des comportements plus ouverts à la diversité. Comment tu l'interprètes ? Ah bah, enfin, je suis parfaitement d'accord avec ta réponse. Alors,
moi, Il y a beaucoup de travail là-dessus. je pense qu'il y a, sur cette question-là, il y a un vrai... Alors, j'ai utilisé un terme qui est pas de gauche. Il y a un vrai écart entre le pays réel... Voilà. Mais bon, ça reste entre nous. Hein. J'ai pas dit ça. Entre le pays réel et le pays électoral. Voilà. Ça, c'est clair. Ceci étant, parce que j'ai lu l'interview de Tiberi, puis bon, Tiberi participe à l'élaboration du sondage de la CNCDH, donc j'y étais d'autant plus attentif. Et il a critiqué le sondage de l'époque. Oui, même un aveugle ou sourd n'ayant jamais fait de mathématiques pouvait critiquer ce sondage. Moi, je mets dans le débat un bémol. Je pense qu'une des complexités du racisme, je pense que le racisme, c'est une attitude assez intime, quelque part. Vous savez, on dit souvent, t'es pas raciste, mais est-ce que tu accepterais que ta fille épouse un noir? Bon. Eh bien, retournons le truc. Moi, je postule qu'on peut accepter que sa fille épouse un noir et être raciste. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas racistes dans leur environnement professionnel ou dans leur environnement d'habitation. Ils ont, comme on dit, d'excellents amis musulmans. Voilà. Mais quand il s'agit de voter pour un président de la République, ou quand il s'agit de savoir si une binationale peut devenir ministre d'éducation nationale, c'est autre chose. C'est autre chose. D'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe dans le secret de l'isoloir, et il y a un surmoi. Il y a un surmoi raciste qui s'empare de la personne et qui fait penser, qui fait basculer le bulletin de vote du côté obscur de la République. Voilà. Ça, je pense que c'est très compliqué, et je pense que c'est une grande force du racisme aujourd'hui, du racisme constitué, que d'arriver à faire croire aux gens que ça correspond à quelque chose que ça correspond à leur champ émotionnel. Si vous écoutez par exemple Marine Le Pen, qui n'est pas raciste, comme chacun sait, ses discours s'adressent beaucoup à la personne. Elle travaille beaucoup sur l'émotion. Elle agit des sentiments. Vous voyez, moi, j'ai jamais entendu un leader de la gauche faire la même chose sur ces questions-là. La gauche, très souvent, elle est macro. Elle parle en général. La droite, elle a l'intelligence de parler aux individus, aux personnes. Elle les attrape là où ça les... Vous voyez, et ça fonctionne. C'est pour ça que la réponse, pour faire bref, du gap entre le pays réel et le pays électoral, pour moi, c'est seulement un élément. Il est très important. Il est très important parce que l'abstention est très importante dans notre pays. Elle est beaucoup trop importante. Il faut encourager les gens, et notamment les jeunes, à s'inscrire sur les listes électorales et à voter. Mais c'est pas le seul ressort. Il y a des ressorts plus intimes, plus difficiles à contrer. C'est un poison, ce truc-là. Il y avait une question de... Madame. Oui. Parce que ça dépend du temps. C'est lui qui gère le temps. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la première intervention. Je voulais juste parler un petit peu, j'avais une question sur... en fait, on voit qu'un des meilleurs amis du racisme en ce moment, c'est l'espace médiatique, mais ça n'a pas changé, ça fait des décennies aujourd'hui. On a vu les récentes déclarations, notamment d'Edouard Philippe sur la colonisation, le reportage qui est sorti sur CNews. On a vu le débat catastrophique entre Glucksmann et M. Zemmour, et notamment le fait de ne pas laisser, par exemple, une femme qui porte le voile présente sur le plateau prendre la parole pour parler effectivement de son ressenti et sa réalité sociale. Ma question par rapport à ça, c'est qu'on sait qu'on a des moyens d'action qui sont très concrets, notamment le fait de saisir l'ARCOM, etc. Mais concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que la société civile peut faire face à un espace médiatique qui ouvre la fenêtre d'Overton à des milliers de kilomètres sur ce qui est acceptable et respectable de dire en public, alors qu'a priori c'est des choses quand même qui sont très condamnables, qui sont très problématiques vis-à-vis de certaines communautés, notamment de celles dont on parle aujourd'hui. Tu vas le dire. Peut-être on peut prendre les deux questions devant ici et puis avec une réponse.
je crois. C'est toi qui... C'était... Juste une petite question. Depuis 2 ans, je trouve qu'il y a une confusion de termes. Et alors on assimile très vite. On met l'un à côté de l'autre, antiracisme et antisémitisme. Et depuis 2 ans, comme par hasard, l'antisémitisme augmente beaucoup. Moi, je trouve réellement que critiquer le gouvernement de Netanyahou n'a aucun rapport avec l'antisémitisme. Excellent. Merci. D'accord. Morgane, tu peux passer. Morgane. Bonjour, moi j'approuve la remarque qui vient d'être faite. Ma question portait sur autre chose. Vous nous dites que ce serait important de construire une cause commune. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner des éléments? Parce qu'ici on est plusieurs à militer dans un mouvement sur la lutte de solidarité avec les Roms, ou sur la lutte ceci, ou sur la lutte cela. Quelles seraient vos approches pour construire cette cause commune à tous les antiracismes dont vous parlez? Ferme le banc. Oui. Je pense qu'il y a plus de... Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je dis ça parce que je vois Bon, monsieur qui lève le bonjour, main je suis désespérément. question. Ah, bon. Je suis là. On ne va pas censurer la salle. Allez, hop. Mais mes réponses seront à la hache. Avant, c'est la dernière question. Ok. J'aimerais juste poser la question sur le point suivant. C'est vrai que vous avez tracé un tableau aujourd'hui plus ou moins sombre, mais dont l'espoir y est encore. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui le positionnement de la société civile. Qu'est-ce que peut être fait aujourd'hui pour répondre à la fois à la réponse des politiques qui nous gèrent, parce que finalement, pour avoir une forte résonance, c'est les politiques qui nous envoient, qui donnent les lois, qui, comment on dit, gèrent la société. Quel est le positionnement, par exemple, des associations comme la LDH ou les autres associations, pour permettre à ce que, parce qu'aujourd'hui, le racisme, quand vous le voyez dans sa forme globale, c'est aussi un problème d'éducation. Moi, je viens de l'Afrique, par exemple. Aujourd'hui, vous allez voir qu'en Afrique centrale, il y a beaucoup de guerres. Il y a des gens qui se basent sur ce qu'on appelle le tribalisme, qui est aussi une autre forme de racisme, pour opposer les populations. Moi, je me rappelle, il y a une année, on a fait une analyse dans mon pays avec mon association, où on trouvait, et à la gauche et à la droite, des jeunes gens qui, même dire qu'ils étaient anti-racisme, ils étaient anti-tribalistes, mais quand le point du tribalisme était né, ou comme responsable un garde de sa tribu, de sa région, directement il changeait. Donc il oubliait qu'il entrait directement dans ces tribalismes, maintenant il est en train de décrire chez l'autre. Maintenant, aujourd'hui, je me pose la question, quelle est la réponse concrète? Parce que c'est les associations, c'est la société civile qui réellement défendent cet anti-racisme sans avoir des intérêts, sans connaître. Quelle est la bonne réponse des manières de la sensibilisation, de la communication qu'on peut apporter à ces problèmes? Alors du coup, c'est juste pour dire que Pierre va répondre aux questions et après on va devoir mettre fin à la table ronde. Désolée. Voilà, vous pourrez dire que j'ai été censuré. C'est un scoop. Bon, c'est vraiment des questions difficiles parce que, en fait, les trois sont traversés par une seule et unique question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va essayer d'y répondre. Alors, sur les médias, oui, il y a l'ARCOM, d'accord. Bon, l'ARCOM, c'est franchement pas une panacée, hein. C'est comme la CNCDH. C'est très très bien que ça existe, il faut la saisir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'on peut ne rien laisser passer. En fait, ce qu'on appelle ici la société civile, c'est un puzzle qui est extrêmement puissant et extrêmement impuissant. Il est puissant parce que quand on fait le compte de tout ce que cette société civile fait, entre sauver les gens en Méditerranée, accompagner les mineurs non accompagnés, saisir la justice quand il se passe quelque chose qui viole la loi sur le racisme ou l'antisémitisme. Quand on fait le compte de tout ça, c'est énorme. Mais en même temps,
ça reste un puzzle un peu désarticulé. C'est-à-dire que tous ces acteurs ont une histoire, ont des limites, ne pensent pas tous la même chose au même moment, et sont en plus souvent concurrentiels entre eux au niveau des subventionnements. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup se rencontrer, il faut beaucoup discuter ensemble, et il faut beaucoup travailler sur ce qui rassemble. Personne n'a dans sa poche le programme unitaire permettant aux associations de faire cause commune. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ça peut devenir un axe d'existence politique si de plus en plus d'acteurs associatifs et syndicaux, j'y insiste parce que c'est évidemment très puissant, discutent entre eux sur des priorités, sur des agendas d'action et se font entendre. C'est d'autant plus important de le faire que s'ils ne le font pas, on peut se parler franchement, il n'y aura pas grand monde pour le faire. Voilà. On ne peut pas vraiment compter sur d'autres acteurs constitués pour le faire. Ils sont trop occupés à autre chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours sur cause commune, je pense qu'il y a une cause commune qu'on ne choisit pas, elle s'impose. C'est la lutte contre l'extrême droite et les idées d'extrême droite. Parce que, vous voyez, moi j'ai milité à la Ligue des droits de l'homme, j'ai des amis qui sont investis dans Amnesty International. Amnesty International a un autre rapport que la Ligue des droits de l'homme à la chose politique, à l'engagement partisan. Mais de toute évidence, comme nous, ils n'aiment pas l'extrême droite. Et d'ailleurs, l'extrême droite le leur rend bien. Donc on peut faire des choses ensemble. On peut faire des choses ensemble. Et la meilleure des choses à faire ensemble, dans le temps où on parle, parce que c'est quand même celui-là qui compte, c'est d'empêcher l'extrême droite d'arriver à obtenir des postes de pouvoir municipaux et législatifs, et évidemment présidentiels. C'est un enjeu central aujourd'hui. Parce que si on le perd, si on est balayé sur ce terrain-là, ma foi, sur les médias, on ne pourra pas faire grand-chose. Et sur le reste non plus, d'ailleurs. On sera d'autant plus affaibli. Donc, les priorités, c'est ça. Se rencontrer, voir ce qu'on peut faire ensemble, et voir ce qu'on peut faire pour faire barrage à l'extrême droite. Parce que le meilleur fourrier du racisme et de l'antisémitisme, et je vais y venir, c'est l'extrême droite. Alors sur l'antisémitisme, parce que c'est de ça dont il est question, l'antisémitisme, c'est pas comme le racisme. C'est différent. Ça procède de la même logique, mais c'est différent. C'est beau, c'est une autre forme de sournoiserie. J'ai pas le temps de développer, mais il faut à juste titre distinguer l'un et l'autre. Et il faut à juste titre combattre les deux ensemble. Et il faut évidemment se méfier à la fois des amalgames et à la fois des dérives. Oui, on peut parfaitement critiquer Israël, et je dirais même on peut critiquer l'existence d'Israël, pourquoi pas? Moi par exemple, je ne suis pas un chaud partisan d'existence du Pakistan. Vous voyez, tous les soirs avant de me coucher, je me dis, est-il bien raisonnable que le Pakistan existe? Mais le lendemain matin, il est toujours là. Donc on fait avec, et j'ai le droit de me poser cette question. J'ai le droit, après tout, c'est un État théocratique, c'est pas une république, enfin, vous le connaissez. Hein. On a évidemment le droit de critiquer Netanyahou. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Israéliens qui critiquent Netanyahou. Et on a le droit de faire tout ça sans être antisémite. L'antisémitisme, ça existait bien avant Israël. Bien avant. Donc, il faut se méfier de ce type d'amalgame. Oui, on peut être extrêmement critique sur la politique des gouvernements israéliens, et singulièrement de celui qui est au pouvoir actuellement, sans évidemment être antisémite. En même temps, il ne faut pas non plus être angélique ou naïf. Il existe des gens qui, à travers la critique du gouvernement israélien, sont antisémites. Évidemment. Des gens qui font des listes de juifs,
des gens qui considèrent que encore un maire, tiens, un maire de gauche, c'est incroyable, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Un maire de gauche qui, pour protester contre une interdiction de meeting, fait un post sur sa sur sa page Facebook, je crois, ou un réseau quelconque, disant « La France est décidément trop youpine ». Et après, il dit bah, « Je ne savais pas que youpin, c'était un terme un peu antisémite. » Bon, bah, comme ça, il l'aura appris. Voilà. Mais vous voyez, c'est pas anodin, ça. C'est pas anodin. Et c'est pour ça que c'est une situation très difficile. Il faut à la fois être complètement ferme sur le principe qu'on peut critiquer n'importe quel gouvernement. C'est une liberté fondamentale, c'est la liberté d'expression. Et qu'on ne peut mener aucun combat antiraciste en faisant la moindre concession à l'antisémitisme. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on discute tous ensemble, avec les autres, qu'on croise nos engagements, nos combats, et qu'on en fasse quelque chose qui pèse dans le débat public. Aujourd'hui, la situation politique est extrêmement fragile et extrêmement instable. Mais dans cette situation-là, si nous le voulons, nous pouvons peser dans le débat public. D'une certaine façon, beaucoup plus qu'avant. Ce sont les plus audacieux qui se font entendre en ce moment. Les plus riches aussi. Mais nous, on n'a pas la richesse. Alors il faut faire preuve d'audace. Je compte sur vous.